Bonsoir, il est 22h sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. Bienvenue à vous dans ce journal. À la une de l'actualité, nouvelle crise au Mali en moins d'1 an après le coup d'état militaire. Le président de la transition et le premier ministre amené au camp militaire de Kati après l'annonce du remaniement ministériel de ce lundi 24 mai. L'éviction de 2 ténors de l'ex-junte CNSP en serait la cause, une situation qui était prévisible. Selon Maître Hassan Diomandiaï, l'avocat et défenseur des droits humains, invite l'Union africaine et la CEDEAO à brandir des sanctions pour le retour de l'ordre constitutionnel. Et puis, les travailleurs de la CNO en mouvement d'humeur, une journée de port de brassard rouge prévue ce mardi pour dénoncer les points de désaccord issus des négociations entre les représentants et la direction générale. Pendant ce temps, les populations de la lagune de Maleng sont sorties pour manifester leur colère et dire non à l'agression de la lagune de Maling. Les agents de la mairie pointaient du doigt des accusations balayées d'un revers de la main par la mairie. Sud Nuit. Aïssatou Gueiba. À la présentation, Papa Abdoulaye Dieye assure la mise en onde de ce journal. Merci de nous choisir pour vous informer. Une édition d'information que nous débutons avec cette crise au Mali en moins d'1 an après le coup d'état militaire. Le président de la transition et le premier ministre amené au camp militaire de Kati après l'annonce du remaniement ministériel de ce lundi 24 mai. L'éviction de 2 ténors de l'ex-junte CNSP en serait la cause. La correspondance de Sori Ibrahim Maïga. Après une longue attente et plusieurs rumeurs, la liste du nouvel attelage gouvernemental est enfin disponible ce lundi 24 mai dans l'après-midi. Aussitôt publié, le président de transition, son premier ministre et le secrétaire général de la présidence ayant rendu publique la liste ont été amenés par des éléments des forces de l'ordre à Kati, d'où est parti le coup d'état du 18 août dernier. L'éviction de 2 ténors de l'ex-junte CNSP du nouveau gouvernement serait la cause. Il s'agit du ministre de la Défense et des anciens combattants dans l'ancien gouvernement, le colonel Sadio Kamara, principale figure de l'ex-junte CNSP, et le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le colonel Modibo Kone, qui ne figure plus dans la nouvelle liste. Les mécontents sont successivement remplacés par les généraux Souleymane Doucouré et Mamadou Lamine Balo. L'ancien porte-parole des putschistes, d'août dernier, le colonel-major Ismaïla Ouagé, quant à lui, garde son poste de ministre de la Réconciliation nationale. Même chose pour le lieutenant-colonel Abdoulaye Maïga. Et pourtant, le controversé attelage gouvernemental semble être consensuel, car sans surprise, des partis politiques s'adjoignent à cette nouvelle équipe compromis lors des consultations entamées plus tôt par Mokhtar Wane. Ils sont 11 nouveaux arrivants, parmi lesquels des organisations politiques. Ainsi, les postes de ministre des Affaires foncières, de l'urbanisme et de l'habitat et celui de l'éducation nationale reviennent respectivement à M. Hamza Amadou Sissé et Mme Jawara Awapol Diallo, tous de l'URD, grande branche du M5, lequel est absent de l'équipe. Le Parti pour le développement économique et social, PDS, décroche quant à lui le poste de ministre des Mines, de l'énergie et de l'eau, occupé par son président Djibril Tal. Youbaba de l'Alliance pour la démocratie et la paix ADP Maliba, et non moins président de l'organisation politique, a désormais les commandes du ministère des Maliens de l'extérieur. La Convergence pour le développement du Mali, CODEM, fait également allégeance à ce nouveau gouvernement, avec le portefeuille du ministère de l'Emploi, du Travail et de la Fonction publique occupé par Abdelkader Sidibé, ancien maire de la commune 3 de Bamako. Les groupes armés et d'autres partis moins significatifs y figurent également. Des supputations non démenties avaient créé la confusion avant la publication des noms qui composent ce nouveau gouvernement, allant jusqu'à une arrestation brève du président de transition à son retour de France où il a pris part au sommet sur les économies africaines. Selon plusieurs sources, le médiateur de la CEDEAO, Jonathan Goodluck, est attendu ce mardi à Bamako. Y aura-t-il une nouvelle recomposition de l'équipe gouvernementale? Sommes-nous au bord d'un nouveau coup d'État? On saura bientôt. Sori Ibrahim Maïga depuis Bamako pour Sud FM. Sori Ibrahim Maïga, s'agit-il d'un coup d'état militaire? En tout cas, c'est le même scénario qu'en août 2020 qui a abouti au renversement du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta qui était au pouvoir depuis 2013. Le coup d'état de 2020 au Mali est
perpétré par les forces armées maliennes. Il démarre au camp militaire Soundiata Keita situé à Kati. D'ailleurs, la base de Kati est le lieu de départ d'un coup d'État de 2012 et du coup d'État de 1968 au Mali. La MINUSMA qui réagit et exige leur libération et met en garde en disant que les auteurs qui détiennent le président de transition et son premier ministre répondront de leurs actes. Ici au Sénégal, Maître Hassan Diomondiaï réagit également et parle de situation qui était prévisible et sous interrogation avec la forte présence de la junte militaire de la ville garnison de Kati qui tient le processus de transition démocratique en otage. L'avocat et défenseur des droits de l'homme invite l'Union africaine et la CEDEAO à vite brandir des sanctions pour le retour de l'ordre constitutionnel. Voici Maître Hassan Diomondiaï au micro de Amadou Moustapha Dia. Mais il fallait s'attendre d'un jour à l'autre à une sorte de fissure ou en tout cas d'une résurgence de cette tradition Katis. La ville de Kati, évidemment, c'est une ville garnison. C'est pas pour rien qu'elle est surnommée une fabrique de putschistes ou une fabrique à putschistes. Donc, qui ne maîtrise pas Kati ou qui ne collabore pas avec Kati ne peut pas gérer le Mali. C'est une tradition d'abord militaire, le Mali, mais ensuite vous avez cette ascendance de la garnison de Kati sur la vie publique, politique au Mali. Donc, je pense que cette transition n'a pas pu gérer toutes les sensibilités, surtout avoir de son côté la hiérarchie militaire, surtout du côté de Kati, pour pouvoir dérouler un programme qui pourrait déboucher sur une transition démocratique acceptable. Quiconque a Kati dans ses grâces a le Mali. Et je pense que ça, c'est quelque chose de connu. Et je pense que c'est pourquoi j'ai parlé d'une gestion qui n'a pas été très prévisible, en tout cas très prévisible en termes de perspective. Il fallait gérer davantage cette situation. Et puis en s'alliant à une société civile, en fortifiant cette société civile et en faisant en sorte que les partis politiques fassent bloc, ce qui est extrêmement difficile si l'on connaît également la partition actuellement en cours au Mali, pratiquement le nord et les autres parties du Mali. Donc c'était difficile de trouver une mayonnaise qui puisse permettre d'aller vers une transition aboutie. Finalement, cette transition n'a pas été aboutie, il y a une fissure. Il y a ce nouveau gouvernement qui n'a pas pris en compte un certain nombre de réalités et finalement, malheureusement, ce qui devait arriver arriva. C'est dommage que le Mali renoue avec l'instabilité, surtout que c'est une situation qui nous intéresse forcément parce que le Mali est à la porte du Sénégal. Je pense qu'il faut très rapidement que l'Union africaine et la CEDEAO prennent les devants, essayer d'appeler toutes les parties, d'essayer de trouver une solution, une issue qui puisse permettre vraiment qu'on retourne vers une vie constitutionnelle, une transition qui soit acceptable et qui repose sur les principes démocratiques qui respectent la constitution malienne. Sud FM, l'info, c'est ici. Acquisition d'un nouvel avion de commandement par l'État du Sénégal, l'engin, un Airbus A320 Neo qui sera livré en mi-juillet 2021. Toutefois, le communiqué du porte-parole du gouvernement n'informe pas sur le coût de l'appareil et le prix de cession de l'ancien Airbus A319 acquis sous le régime ou sous le règne de Abdoulaye Wade et laisse dubitatif en vue du contexte économique. Amadou Moustapha Dia. Pointe Sangomar, Pointe Sarène, quel sera le nom du nouvel avion présidentiel, mais surtout, quel est le montant déboursé par l'État du Sénégal pour s'offrir ce bijou flambant neuf, un Airbus A320 Neo qui sera réceptionné selon le communiqué du ministre porte-parole du gouvernement ce 16 juillet prochain. L'avion qui va remplacer le A319 Airbus acquis en 2e mai en 2002 et mis en service en mars 2011. Pour le moment, c'est motus et bouche cousue sur le coût de l'appareil, même si l'on avance selon les catalogues dressés par le fournisseur entre 49,2 millions de dollars, soit 26 milliards, ou même bien plus, jusqu'à 58 milliards. Il faut savoir que les avions ne sont pas toujours vendus au prix affiché sur les catalogues. Le ministre des collectivités territoriales a avancé que le A319 est devenu vétuste, nécessitant de fréquentes et onéreuses visites techniques et par conséquent de longues périodes d'immobilisation et des dépenses de location d'aéronefs. Dès lors,
Juge-t-il, il est apparu judicieux de mettre en vente l'ancien aéronef et d'acquérir un appareil neuf, même si le communiqué ne mentionne pas le prix de vente de l'ancien aéronef et le prix d'acquisition du nouvel avion. Rappelons que l'Airbus A319, Abdoulaye Wade l'avait acquis pour 20 milliards de francs CFA. À l'époque, de nombreux Sénégalais avaient alors dénoncé l'achat de ce nouvel avion, estimant qu'il n'était pas une priorité. L'est-il aujourd'hui dans ce contexte de relance économique, de raréfaction des ressources financières et de la suppression de la dette? En tous les cas, rappelons que la pointe de Sangomar, l'avion acquis par le président Léopold Sédar Senghor en 1978, un Boeing 727, avait servi de 1960 à 2000. Après son élection en 2012, le président Macky Sall avait conservé l'Airbus A319 acquis sous Wade et avait mis en vente la pointe de Sangomar. Après moins de 10 ans d'exercice, le président Macky Sall se paye le luxe d'acheter un nouvel avion. Combien a coûté l'avion? A-t-on inscrit ce montant dans le budget? Quels ont été les réaménagements budgétaires et d'où vient cet argent réellement? Autant de questions qu'il faudra élucider. Amadou Moustapha Dia, le Forum civil tient d'ailleurs une rencontre ce mardi matin à la Maison de la Presse. Et puis, je vous le disais en titre, les travailleurs de Sen'Eau en mouvement d'humeur, ils ont décidé d'arborer des brassards rouges ce mardi pour dénoncer les points de désaccord issus des négociations entre les représentants et la direction générale. Mouvement d'humeur qui coïncide avec la visite de la tutelle avant la rencontre de la dernière chance prévue vendredi. Les travailleurs précisent que s'ils n'obtiennent pas gain de cause, ils déposeront un préavis de grève. Plus de précision avec Mamadou Rassoul Mbaye, délégué titulaire à la direction générale de Sen'Eau et membre de l'intersyndicale, joint par Mame Diarra Da Silva. Ça entre en droite ligne avec notre plan d'action qu'on avait établi depuis le vendredi. C'est un signe de protestation contre la direction générale pour des négociations qui tardent à concrétiser depuis le mois de janvier. Nous sommes à la table des négociations sans trouver d'accord. Alors que l'enveloppe de reclassement est un acquis social. Elle est annuelle. C'est une enveloppe que l'entreprise dégage pour la promotion de ses travailleurs chaque année. Maintenant, nous constatons que depuis janvier, la direction générale n'arrive pas à s'exécuter pour la distribution de cette enveloppe. Ce que nous condamnons. Parce que son prédécesseur ne s'était jamais comporté de la sorte. Même s'il y avait eu des retards, mais ça n'excédait pas 3 mois. À chaque mois de mars de l'année, nous étions reclassés et cela faisait l'objet d'un rappel. Ça entre en vigueur pour l'année N+1. Donc, depuis janvier, on attend le reclassement et on n'arrive pas à trouver un accord. Maintenant, il y a d'autres points. À la venue de Suez, on avait déposé sur la table un mémorandum. Et jusqu'à présent, on n'a pas étudié ce mémorandum. On n'a pas discuté autour de ce mémorandum pour trouver un accord. Il y a d'autres points dans la négociation, tels que la cotation des postes. Il y a beaucoup d'éléments, mais ça, c'est l'élément phare, catalyseur, parce que vraiment, ça entre dans nos salaires, ça participe à l'amélioration de notre pouvoir d'achat. Maintenant, le port du brassard rouge a coïncidé avec la venue du ministre de l'Hydraulique, Serigne Mbaye Thiam. Nous, ce que nous disons de manière très claire, si le ministre vient pour essayer de trouver des solutions à nos problèmes, nous sommes preneurs. Par contre, s'ils viennent pour aussi évaluer leurs échecs, ils n'ont qu'à assumer leurs responsabilités. Nous ne serons pas les parents pauvres de cette réforme-là. Il y a une autre rencontre qui est prévue vendredi. Vendredi, c'est la dernière. C'est la dernière. Et ce qu'on a décidé, on va constater le désaccord. Si nous ne faisons pas une proposition concrète, nous allons aller vers le dépôt de préavis. Nous allons constater le désaccord et déposer une notification de conflit collectif au niveau de l'inspection et qui aboutira naturellement par le dépôt d'un préavis de grève. Et nous n'excluons rien du tout. Pendant ce temps, les populations de la lagune de Maling sont sorties pour manifester leur colère et dire non au morcellement de la lagune de Maling. C'est dans la commune de Mbour. Les populations habitant des quartiers environnants, acteurs de la société civile et activistes ont battu le macadam pour dire non à l'agression de la lagune de Maling. Les manifestants ont indexé les agents de la mairie de Mbour d'être les investigateurs ou plutôt les fauteurs de troubles. Voici Mata Barafal, porte-parole du collectif pour la protection de la lagune de Maling avec Moustapha Sall. Depuis quelques années, nous constatons des tentatives répétées de morcellement à certains endroits de l'assiette foncière de la lagune de Maling par des agents de la mairie de Mbour. Alors que la lagune relève du domaine public naturel conformément aux dispositions de la loi 76-66 du 2 juillet 1976 portant code du domaine de l'État. En 2014, des agents de la mairie de Mbour avaient remblayé une grande partie de la lagune de Maling avant d'y implanter des dizaines de bornes de parcelles
face à cette situation déplorable et qui persiste depuis des années, nous sollicitons votre intervention en vue de l'annulation de toutes les attributions de parcelles sur l'assiette foncière de la lagune de Mbaling. La mairie est pointée du doigt la réaction du maire de Mbour. La maire de Mbour n'est ni près ni de loin mêlée à un quelconque projet de lotissement de la langue de Mbaling. Nous écoutons à ce propos Elhadj Fallou Sylla, maire de Mbour, avec Moustapha Sall. Vous savez, la mairie de Mbour n'est ni de loin ni de près associée à ces manœuvres. Je dis les problèmes qui sont au niveau de la lagune. La mairie de Mbour, depuis que je suis là en 2009, nous n'avons jamais, je dis bien jamais, lotissé dans cet endroit. Le premier lotissement, c'était un ancien maire qui l'a fait en 1993. Le deuxième lotissement, c'est en 2005. Vous savez, les gens étaient tout près du fleuve, de la lagune. Et comme vous le savez, maintenant, c'est la lagune qui reprend ses droits. Avec les pluies, vous savez ça, on est resté plus de 10 ans, 12 ans, il n'y avait pas de pluie. Les gens se sont installés, les maires ont lotissé. Et maintenant, c'est la lagune maintenant qui reprend ses droits. S'il pleut, l'eau avance. Vous savez, il y a des gens qui étaient là-bas, qui ont perdu leur terrain et qui sont partis ailleurs. Moi, à mon avis, chaque fois qu'on m'informe qu'il y a des gens mal intentionnés qui sont au niveau de la lagune, moi je me déplace particulièrement. Parce qu'au niveau de la lagune, nous avons mis une cellule de veille avec les riverains. Et que chaque fois, s'il y a des gens qui sont mal intentionnés, moi je me lève avec la commission domaniale pour aller sur le terrain vérifier. Parfois vous venez ou même au beau milieu de la lagune, vous voyez des bornes, quelques bornes ici, quelques bornes là. C'est des gens qui sont là. On ne peut pas les contrôler parce qu'on ne les voit pas. Et puis chaque fois qu'ils font ces trucs-là, moi je viens sur le terrain, je dis d'enlever tout et puis j'appelle la DESCOS. Et je le dis tout de suite. Moi j'en ai parlé au niveau de la justice. Que quiconque surpris en train de mettre des bornes au niveau du fleuve, on le prend. Et puis que personne ne compte sur moi pour les soutenir. Ça, c'est pas possible. Vous savez, au niveau de la lagune, c'est notre dada. La lagune de Mbour, c'est nous qui devons les protéger. Et toute la population avec. Direction Kaolack, dans le cadre de la campagne agricole, la distribution des semences a démarré dans certaines localités. À Nyonyik, dans le département de Birkilane, le mouvement Aar Suñu Moomel constate des manquements. Ses membres en tournée dénoncent et alertent les autorités. Awetiao. L'hivernage s'approche à grands pas. D'ailleurs, dans le sud du pays, les premières pluies sont tombées. Dans le Saloum, les producteurs ont commencé à débroussailler les champs et la distribution des semences a démarré dans certaines localités. C'est le cas à Nyonyik, dans le département de Birkilane. Mais sur place, le mouvement Aar Suñu Moomel, qui s'active dans la protection des intérêts des paysans, a déjà constaté des manquements et pas des moindres. Dans bien des sacs de semences d'arachide distribués, on constate une bonne quantité de sable. Le mouvement Aar Suñu Moomel alerte et interpelle le chef de l'État, Bassirou Ba, dit Tukulëru Baye, et son président. Dans la commune de Nyonyik, la distribution des semences a démarré. Nous avons regardé et constaté que certaines graines sont de bonne qualité, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de sable dans les sacs de semences. Nous avons décelé plus de 40 kg de sable dans 6 sacs de semences. Donc dans chaque tonne, il y a un manque à gagner important pour le producteur. C'est ce que nous dénonçons, car chaque année, l'État met beaucoup d'argent dans le secteur et cela n'arrive pas jusqu'aux producteurs. Raison pour laquelle nous interpellons le chef de l'État sur ce qui se passe dans la distribution des semences. Le mouvement Aar Suñu Moomel invite l'État à plus d'attention sur le choix des opérateurs qui s'activent dans la distribution des semences d'arachide pour être à l'abri de toute surprise. Kaolack pour Sud FM, Awa Thiaw. Dans les villages encadrés par la Caritas, les producteurs sont plus chanceux. Les réserves de vivres sont soigneusement stockées dans des magasins pour préparer la soudure, de même que les semences. Abbé Étienne Ndong, directeur de Caritas, est avec Awatia. Cela répond à notre orientation sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, mais également sur les semences paysannes. Nous nous sommes rendus compte que les problèmes de soudure, les problèmes de faim que nous rencontrons dans le milieu rural est souvent lié à une mauvaise gestion du stock céréalier. Alors nous avons développé des produits tels que le warrantage céréalier, où avant la récolte, pendant la période où
les parents se préparent à inscrire les enfants à l'école, la période de septembre avec le palu et beaucoup de besoins qui se posent. Donc nous faisons de petits crédits que nous appelons crédit warantage aux agriculteurs. Cela leur empêche de brader la récolte qui n'est pas encore faite. Et la garantie qu'ils vont déposer dans ce magasin-là, c'est l'équivalent en céréales qu'ils pourront revendre parce qu'ils peuvent après rembourser tranquillement la somme qu'ils avaient reçue ou qu'ils peuvent garder dans le magasin jusqu'à la fin de la période de stockage, revendre ou amener pour les céréales dont ils auront besoin pour leur nourriture dans leur maison. Il y a également les semences. Caritas a beaucoup travaillé sur le capital semencier pour éviter la dépendance par rapport aux semences. Un paysan, quand il n'a pas de semences, je crois qu'il n'est plus paysan. Alors les aider à sélectionner eux-mêmes leurs semences de qualité, à conserver cette semence, à pouvoir se le redistribuer pour ne pas faire face à un manque de semences. Je crois que ça également, cela permet de lutter véritablement contre la vulnérabilité dont les paysans ou le monde rural fait face. Direction Sédhiou avec l'installation du bureau régional de la Fédération nationale des professionnels de l'habillement du Sénégal. L'enjeu est de mieux valoriser ce corps de métier dans le contexte des innovations technologiques. Le tout nouveau président Ibrahima Toumoul Fofana exhorte à une synergie des efforts pour relever les défis de la qualité et de la crédibilité de ce métier. La correspondance de Moussa Dramé. En installant dimanche dernier son bureau régional à Sédhiou, la Fédération nationale des professionnels de l'habillement du Sénégal FENAP s'entend ainsi relancer ses activités jusque dans les terroirs les plus reculés de la région. Ibrahima Toumoul Fofana, le président des maîtres tailleurs de la région, a été porté à la tête de cette instance. Il invite ses pairs à une synergie des efforts pour relever ce défi. Je remercie le bureau national de la FENAP ainsi que la délégation venue de toutes les régions et tous les artisans de Sédhiou. Mon ambition, c'est de permettre à tous les artisans de travailler main dans la main pour le développement de la région de Sédhiou. Cette cérémonie officielle d'installation a lieu sous l'égide des membres du bureau national, manifestement très satisfaits du dynamisme des acteurs de Sédhiou. Papsi Diallo, le secrétaire général des professionnels de l'habillement du Sénégal, exhorte à son tour à un engagement citoyen et sans relâche. Nous avons pu donc installer la 11e région, Sédhiou, avec comme président M. Ibrahim Toumoul Fofana, qui est très connu dans le secteur. Notre objectif, c'est donc pouvoir aider les artisans en général et les couturiers en particulier, les professionnels de l'habillement, à pouvoir prendre en charge leurs besoins et lancer un message à tous les professionnels de l'habillement de se tenir prêts parce que le président de la République a lancé l'idée de faire confectionner les tenues scolaires par les couturiers du Sénégal. Papsi Diallo ajoute par ailleurs que la FENAP est très active dans la mutuelle sociale des artisans du Sénégal et invite au demeurant ses membres à disposer d'une carte d'adhésion auprès des chambres de métiers en perspective, dit-il, d'une prise en charge médicale. Moussa Dramé, Sédhiou, Sud FM. Moussa Dramé, direction Saint-Louis. Les fidèles de la paroisse Notre-Dame de Lourdes ont célébré cette année la Vierge Marie dans leur église et non au sanctuaire Maria de Popenguine à cause de la pandémie. Une occasion saisie par le curé de cette paroisse, l'abbé Louis Gomis, qui a célébré la messe pour inviter les autorités locales et étatiques à restaurer leur église, ainsi que le mur du cimetière catholique. Le thème de cette année est avec Marie et Joseph marchant sur le chemin de la sainteté et de la fraternité. La correspondance de Yves Tanek. C'est dans une grande joie et à travers des chants que les fidèles de la paroisse Notre-Dame de Lourdes de Saint-Louis ont célébré la Vierge Marie en ce lundi de la Pentecôte. Une joie que manifestent Antoine Diogoy-Diène et Hélène Ndiaye Yansounou, tous deux très nostalgiques des célébrations du pèlerinage marial de Popenguine. Un sentiment de fierté et de bonheur. Ça nous manque quand même d'aller au pèlerinage à Popenguine. Mais on a essayé cette année de fêter le pèlerinage marial de Popenguine en paroisse. Et ça a été vraiment merveilleux, je veux dire. Donc nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu. On l'a vécu dans l'allégresse, dans la joie, dans la communion. C'est vrai que Popenguine nous manque, mais tout est grâce, tout est grâce. Vraiment, on a communié ensemble avec nos frères et sœurs dans le Christ. On a fait une belle messe. Et le curé de cette paroisse Notre-Dame de Lourdes, l'abbé Louis Gomis, qui a célébré la messe, de revenir sur le sens du thème choisi cette année. Je crois que notre pays a besoin de redécouvrir le modèle de Marie dans l'humilité, mais aussi dans la fidélité. Marcher sur le chemin de la sainteté. La sainteté, c'est être juste devant Dieu. C'est de vraiment choisir la justice et marcher sur le
le chemin de la fraternité, c'est manifester la réconciliation, ce qui nous permet de bâtir la nation dans l'unité. Il a également saisi cette occasion pour émettre son souhait de voir cette vieille église et le mur du cimetière catholique être restaurés. Nous comptons beaucoup donc sur l'aide de nos autorités pour la restauration de notre église et l'édification du mur du cimetière. Des prières y ont été formulées pour la fin définitive de la Covid-19 dans le monde, ce qui permettrait à ces fidèles catholiques de retrouver très rapidement le chemin du sanctuaire marial de Popenguine. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud FM. Merci beaucoup Yves Tendeng. 22h26 sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio et nous accueillons votre rubrique Info Santé avec Josette Kelly. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour à tous et bienvenue. Lutte contre les grossesses à l'école. Le groupe pour l'étude et l'enseignement de la population considère que les mariages précoces sont à l'origine et qu'il faut plus de sensibilisation dans toutes les régions, surtout dans le sud du pays. Babacar Fall est le coordonnateur du GEP. On l'écoute avec Ndeye Fatou Diop. C'est dû en grande partie, si nous constatons la plupart des cas, c'est le phénomène des mariages précoces. Parce que pour une bonne partie des parents, le moyen de prévenir la sexualité précoce, c'est de marier les filles le plus tôt possible. Donc il est important que nous puissions nous rendre compte que le phénomène des mariages d'enfants et des mariages précoces, c'est un phénomène préoccupant parce que si vous regardez les cas de grossesse précoce que nous avons à l'école, 51% des cas sont des cas de mariage précoce. Et ces mariages précoces, effectivement, si vous allez dans le sud du pays, que ce soit dans la région de Sédhiou, que ce soit dans la région de Kolda, que ce soit dans la région de Ziguinchor, ce sont effectivement des phénomènes récurrents. Nous avons la même chose également dans la périphérie dans la banlieue de Dakar. Nous avons également le même phénomène dans les zones rurales de Tivaouane, de Thiès, de Mbour, de Kaffrine et de Kaolack. Pour un accès à la bonne information, il faut une collaboration de tous les cadres mis en place pour lutter contre les grossesses en milieu scolaire. La conviction de Maguette Dia du ministère de la Santé. Ce qu'on a remarqué, constaté, c'est que les élèves particulièrement ont des problèmes par rapport à l'accès à l'information et à la bonne information. Raison de plus pour que toutes nos structures qui collaborent avec le ministère de la Santé puissent avoir des cadres où on peut capaciter ces élèves-là à pouvoir faire face à certains risques de santé. Donc c'est pourquoi il y a beaucoup de structures d'ONG au niveau aussi ministériel. Il y a au niveau du ministère de l'Éducation des centres, des clubs EVF qui sont mis en place dans les écoles. Il y a les bureaux cellules genre aussi qui s'occupent beaucoup de ces questions-là. Voilà, pour faciliter l'accès à la bonne information en capacitant les élèves pour sensibiliser leurs pères élèves à comprendre quels sont les enjeux liés à leur santé, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, où est-ce qu'on doit s'arrêter, développer les capacités personnelles de l'enfant à pouvoir faire face et dire non en cas de besoin. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Aïssatou Gueye-Ba. Votre rubrique Info Santé présentée par Marie-Rosaline Ndiaye, un journal qui arrive d'ailleurs à sa fin. Mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Nouvelle crise au Mali en moins d'un an après le coup d'état militaire. Le président de la transition et le premier ministre amenés au camp militaire de Kati après l'annonce du remaniement ministériel de ce lundi 24 mai. L'éviction de 2 ténors de l'ex-junte CNSP en saurait la cause. Une situation qui était prévisible selon Maître Hassan Diomandiaï, l'avocat et défenseur des droits humains, invite l'Union africaine et la CEDEAO à brandir des sanctions pour le retour de l'ordre constitutionnel. Et puis les travailleurs de Sen'Eau en mouvement d'humeur, une journée
Le port de brassard rouge prévu ce mardi pour dénoncer les points de désaccord issus des négociations entre les représentants et la direction générale. Pendant ce temps, les populations de la langue de Malingue sont sorties pour manifester leur colère et dire non à l'agression de la lagune de Malingue. Les agents de la mairie pointaient du doigt des accusations balayées d'un revers de la main par la mairie. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Papa Abdoulaye Dieye qui en a assuré la mise en onde. Dans un instant, votre rubrique Sud Nutrition avec Marie-Rosaligna et le docteur Bintou Chersek. Quant à moi, je vous retrouve à 0h pour le prochain bulletin d'information. Ça sera en français et en wolof, bien entendu. Passez d'agréables moments en compagnie des programmes de Sen Radio.